Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le corps du caporal-chef Maxime Blasco, tué au Sahel, est revenu en France. Quel hommage lui sera rendu par la nation ? Écoutez, actuellement, les choses sont en train de se caler, donc je ne vais pas vous donner de précision. Tout ceci se fait, vous savez, avec la famille aussi. Je crois qu'il faut que nous respections ces temps et dans quelques heures, bien entendu, nous aurons des informations plus précises quant au déroulement de cet hommage. C'est la mort d'un héros français. Ça donne l'impression que dans ce processus de désengagement du Sahel, eh bien, nos soldats vont être plus exposés, plus en danger que pendant les vrais affrontements. Je ne dirais pas cela comme ça. Je dirais qu'actuellement, il y a un désengagement sur la zone nord du Mali, mais que nous restons très présents au niveau des trois frontières, dans le sud du Mali, et que les combats seront peut-être différents. Mais en tout cas, tout ceci reste bien sûr un objectif, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est essayer d'éradiquer, disons, les têtes des terroristes, hein, les chefs, et progressivement à déstabiliser ces groupes de terroristes qui sont assez diffus dans cette zone du Mali. La France nous abandonne en plein vol, a déclaré le Premier ministre malien dans une tribune aux Nations Unies. Que lui répondez-vous ? Que la France ne les abandonne pas, ne les a jamais abandonnés, et que la France est présente là-bas par la volonté du Mali et du président de la République précédent du Mali. Donc notre présence là-bas, elle est légitime parce qu'elle a été demandée par le Mali. Il n'y a pas de désengagement, il y a une réorganisation avec un mode de combat et de lutte différent qui s'adapte en permanence aux groupes terroristes. Donc nous restons bien sûr présents là-bas, plus que jamais, présents auprès des forces du G5 Sahel, plus que jamais, pour arriver à terme à faire en sorte que ce soit les armées de ces pays qui puissent être autonomes dans le combat contre les terroristes. Les armées de ces pays ou les mercenaires russes de la société Wagner auxquels le Mali veut faire appel, est-ce qu'ils sont déjà sur place ? Je n'ai pas d'informations sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que, et Florence Parly l'a bien exprimé, ce serait une difficulté dans nos relations avec le Mali. On peut continuer à travailler avec le Mali si côte à côte on voit des soldats français et des mercenaires russes ? La question se posera au président de la République, mais ce qui est certain, c'est que nous comprenons mal cet appel éventuel à des mercenaires russes. Et ce qui nous paraît important, surtout dans cette affaire malienne, c'est qu'il faut que le pays se développe, que l'État malien revienne et soit présent dans tout le pays. Et c'est grâce à ce développement que le Mali pourrait sortir de cette crise et de cette ornière. Et là, nous voulons l'aider. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément des forces russes qui l'aident dans ce sens. L'affaire des sous-marins australiens est-elle close après la discussion téléphonique Biden-Macron ? Je ne sais pas si c'est clos, mais la fin de non-recevoir était une fin de non-recevoir qui a été donnée à la France quant à ses contrats. Donc sur ce plan-là, je pense que les choses sont closes. Ensuite, quelles sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences sur nos politiques indo-pacifiques ? Quelles sont les conséquences sur nos relations avec États-Unis et au sein de l'OTAN. On est au début de quelque chose, au début d'une nouvelle réflexion. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle réflexion et d'une nouvelle évolution, mais je crois qu'il faut continuer à parler et continuer à travailler bien sûr avec les Américains pour stabiliser ces relations. Il y aura une indemnité de rupture de contrat versée par l'Australie. Combien ? C'est un contrat qui a été réalisé avec Naval Group et donc Naval Group est en cours d'évaluation, j'imagine, des conséquences de cette rupture brutale de contrat et les choses se feront avec Naval Group. Ça pourra aller devant les tribunaux, ce genre d'affaires. Je ne suis pas placée idéalement pour vous dire cela, bien sûr, et je laisse à l'industriel
le choix de ces armes, si j'ose dire. Le président de la République a annoncé il y a quelques jours une loi de réparation, de reconnaissance pour les harkis. Quelle forme va-t-elle prendre ? Moi, je souhaite que ce soit, et le président de la République souhaite que ce soit donc une loi de reconnaissance et de réparation. Il faut que ce soit une loi simple, qui écrive dans le marbre que la France a mal accueilli les harkis. Mal accueilli est un terme faible. A même abandonné une partie d'entre eux. Abandonné les harkis quand ils sont venus en France pour se protéger, en définitive, avec leur famille, et qu'ils ont été abandonnés par la République. Un manquement de la République. Donc tout cela sera écrit dans le marbre, dans une loi, et ensuite donnera lieu à réparation qui sera mise en œuvre par une commission qui sera mise en place par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et qui aura pour mission d'écouter la parole des harkis et de leurs familles et d'estimer la réparation. Il y aura donc une réparation financière pour les soldats encore vivants et pour leurs familles. Alors, il y a une réparation existante pour les soldats existants, qui sont toujours en vie, pardon. C'est une allocation compensatrice et une allocation viagère pour les veuves. Donc ceci existe. Ceci peut être augmenté, bien sûr. Et ensuite, il y a la deuxième génération. Ce sont les enfants qui ont pâti de cette situation déplorable dans laquelle ils ont vécu leur enfance. Et ceux-là, actuellement, et je l'ai mis en place il y a 3 ans, peuvent prétendre à un fonds de solidarité, mais pourront recevoir également, en fonction des traumatismes vécus, recevront une réparation spécifique. Vous avez une idée du montant total financier ? Non, absolument pas. Le fonds de solidarité sera insuffisant. Le fonds de solidarité, c'est autre chose. L'idée, c'était d'aider tous ceux qui étaient vraiment dans la difficulté sociale en raison de l'absence d'éducation ou de formation liée à cette présence prolongée dans les camps. Cette loi, elle s'adresse aux mêmes personnes, ceux qui étaient présents dans les camps et hameaux de forestage, mais ce sera une réparation qui s'adressera à tous ceux qui ont été présents dans les camps et hameaux de forestage. Et je veux rappeler que la très grande majorité, bien sûr, des enfants de harkis ont heureusement réussi leur vie et réussi, bien sûr, leur pleine et entière intégration dans la France, qui est leur pays. Ce sont des Français. Et donc, la réparation sera faite pour tous. Éric Zemmour veut abolir les lois mémorielles. Vous êtes donc directement concerné. Que lui répondez-vous ? Qu'Éric Zemmour parle beaucoup, n'est pas en contact avec la détresse de certains. Je pense qu'il pourrait écouter les harkis. Il pourrait écouter leur histoire, il pourrait aller dans les camps, se rendre compte de ce qui s'est passé, aller à Ongles par exemple, aller à Rivesaltes, voir un petit peu quelle pouvait être l'ambiance et les conditions de vie. Je pense qu'il faut, on peut parler, on peut lancer beaucoup de... C'est une manière pour lui de banaliser les épisodes tragiques de notre histoire, la Shoah et les plus anciens. Il dit qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser l'histoire de France. Oui, mais il faut aussi que l'on sache reconnaître qu'il y a eu des moments difficiles dans notre histoire. On ne peut pas banaliser la Shoah, c'est une honte. Et on ne peut pas banaliser non plus ce qu'ont subi les harkis. L'Allemagne a voté hier et on n'y voit pas très clair. On ne sait pas trop comment le pouvoir va s'organiser. Ça va prendre des mois. C'est la faute à la proportionnelle que le MoDem, votre parti, soutient et réclame. Oui, mais bon, moi je constate quand même que 73%, je crois avoir entendu, des Allemands sont allés voter. Voilà. Ensuite, il y aura certainement... prendra des mois de constituer un gouvernement, mais c'est avancé dans le compromis entre ce que portaient les uns et les autres pour en faire un vrai projet à mettre sur la table pour les Allemands. Je trouve que ça peut avoir quelques vertus. Alors le MoDem, votre parti s'est réuni hier dans le Morbihan. Dans ce quinquennat qui se termine, vous avez vraiment l'impression que vos idées ont été entendues, qu'elles ont été intégrées par la majorité macroniste à l'exercice du pouvoir ? Oui, je pense.
Bien sûr, vous avez parlé de la proportionnelle. Oui, et tout il y a des ceci ne s'est pas frustrations quand fait. même. Il y a quelques frustrations, mais dans l'ensemble, la moralisation de la vie politique, de nombreuses, l'Europe, de nombreuses réformes sociétales au niveau de l'éducation, par exemple, qui nous paraissaient majeures, ont été mises en œuvre. Et puis, bon, sincèrement, le MoDem est un pilier majeur de la majorité. Appelé à rejoindre une sorte de parti commun, de formation commune qui va se construire là. Je pense même que le MoDem est un pilier de stabilité de la majorité, un vrai pilier de stabilité. Donc, bien sûr que nous allons travailler avec, et François Bayrou travaille avec La République En Marche pour mettre en œuvre cette grosse force centrale qui, participera à l'élection présidentielle en soutenant le président de la République s'il est candidat. Et vous travaillerez aussi avec la formation que va créer sans doute Édouard Philippe dans quelques semaines. Mais bien sûr. C'est pas pour vous un concurrent, un rival ou un adversaire dans la majorité? Moi, je ne vois aucune concurrence chez Édouard Philippe, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, puisqu'il était quand il était Premier ministre, j'étais dans son gouvernement, donc j'ai une parfaite confiance en Édouard Philippe. Les Républicains vont choisir leur candidat, eux, par congrès. Quand vous écoutez Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, est-ce que vous vous dites c'est incompatible avec la majorité macroniste, on ne pourra jamais s'entendre? Écoutez, je les écoute, je ne vois pas beaucoup qu'est-ce qu'ils apportent de plus dans le débat. Dans les propositions qu'ils font, cela me paraît... c'est pas, il y a rien d'extraordinaire par rapport à ce que nous avons mis en œuvre et les orientations que nous avons. Moi, ce qui me marque chez les Républicains, c'est qu'ils parlent toujours de la droite et du centre. Mais il faut qu'ils disent de la droite. Parce que le centre, dans leur congrès, ils n'en veulent pas, visiblement. Ils ne participeront pas au vote, en effet. Et le centre, c'est vous. Il y a longtemps que le centre est ailleurs. Geneviève Darrieussecq, merci, bonne journée. Bonne journée à vous.